Alors, bonjour à tous. J'espère que vous arrivez à bien vous connecter, que vous nous entendez bien, que vous nous voyez bien aussi surtout. Vous voyez bien l'écran. Alors, on va juste attendre quelques minutes avant de commencer, histoire que tout le monde se connecte. Voilà. Bonjour à tout le monde. Donc, vous pourrez poser des questions au fur et à mesure de la visio si vous voulez, via le chat. Donc, soit vous avez la question, il y a tout le monde qui peut la voir, soit vous pouvez nous poser des questions en privé. C'est comme vous le souhaitez. Par contre, on répondra surtout aux questions après chaque partie. On prendra un temps en fonction. Ok. Et ben c'est parti. On va y aller. Alors, merci d'être tous présents sur cette deuxième visioconférence organisée par Moronologie. Donc, cette année, le thème, ça sera les gestions des équilibres de la vigne à la mise en bouteille. C'est un sujet qui est quand même assez important. Dans les équilibres, on parle surtout de la vigne, en tout cas, on parle surtout de l'équilibre entre le rendement et la qualité, donc quantité-qualité, et en fonction des profils recherchés surtout. On abordera aussi les sujets de l'équilibre dans le vin, que ce soit l'équilibre acide, les structures. Et Charles expliquera aussi une partie sur la gestion de la fermentation malolactique. Donc, la première partie sera présentée donc, par Richard sur la taille et la composante rendement avec le maintien des équilibres, des rendements et de la pérennité de la vigne. La deuxième partie sera présentée par Tiffany, donc l'équilibre acide, impact sur la qualité des vins. Et donc Charles-Antoine, comme je disais, sur les millésimes fragiles, la gestion de la fermentation malolactique et des micro-organismes d'altération. Donc Richard, pardon, je te laisse commencer. D'accord, merci. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter la taille et la composante rendement dans l'objectif d'un maintien des équilibres acides, des rendements et de la pérennité de la vigne. Donc, ma présentation sera en 3 parties. Une première partie sur la composante rendement, la deuxième partie sur le maintien des équilibres vigueur, rendement, acidité, et puis en fait comprendre en fait l'intérêt de la taille et du rendement justement sur ce maintien d'acidité dans un cas de réchauffement climatique. Et le dernier point, en fait, on verra 3 exemples de taille et leur impact en fait sur la pérennité du vignoble. Donc la première partie, on va commencer par la composante rendement. La composante rendement, on prend en compte 5 points élémentaires qui sont la fertilisation, le nombre de bourgeons laissés à la taille, donc on parle de bourgeons francs laissés. Donc, si c'est une baguette à 7 yeux, on compte 7 bourgeons plus un courson à 2, ce qui fait 9 bourgeons laissés. Le nombre de bourgeons sortis. Alors, il faut savoir qu'en fait, le nombre de bourgeons sortis, c'est en réalité, c'est le pourcentage de bourgeons au débourrement. C'est-à-dire qu'on peut prendre une moyenne, en gros, entre 79 et 82% des bourgeons qui sortent au moment du débourrement par rapport à ceux qu'on a laissés, ce qui est à prendre en compte dans notre résultat final, en tout cas pour calculer le rendement. Ensuite, la fertilité du bourgeon. Alors, il faut savoir qu'en fait, chaque cépage a une fertilité par bourgeon et même, j'ai envie de dire, même par clone
par clone ou dans le cas d'une sélection massale, en fait, chaque sélection peut avoir une fertilité par bourgeon. Et la fertilité, en fait, c'est le nombre de grappes que va donner un bourgeon qui va débourrer. Donc, j'ai plein d'exemples différents sur différents cépages. Sur le pinot noir, par exemple, on est autour de 1,26 grappes par rameau qui pousse. Sur le chardonnay, on est à 1,57 grappes en moyenne par rameau. Et dans certains cas, en fait, on a même certains clones d'aligoté. Il faut savoir que l'aligoté, en fait, on l'appelait aussi le plan de 3, et en fait, qui peut donner jusqu'à 3 grappes. Donc, en fait, il n'en donne jamais vraiment 3 sur chaque rameau. Par contre, il y a certains clones qui peuvent donner, en fait, 2,8 grappes par bourgeon dans le, on va dire dans le cas d'un millésime vraiment où tout correspondait, on est capable d'avoir 2,8 en tout cas sur ces clones-là. Voilà, et ensuite la densité de plantation qui va jouer sur la taille de la grappe, en fait, en réalité. Sur un même clone de chardonnay, par exemple, planté à 10 000 pieds, on aura une grappe selon les années qui va osciller de 70 à 90 grammes. Et sur une plantation à 3333 pieds à l'hectare, dans un cas comme ça, on va se retrouver avec des grappes qui font entre 90 et 140 grammes. Donc, ce qui joue énormément en fait sur le rendement final. Donc, le premier point, en fait, c'est par les fertilisations. Donc, pour maintenir les rendements, il faut pouvoir couvrir les besoins de la vigne. Donc, je me suis mis dans un objectif de 50 hecto-hectares. Je ne dis pas que c'est l'objectif de tout le monde à avoir ce rendement-là. Chacun a le choix de vouloir faire plus ou moins. Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais par rapport aux besoins réels consommés en NPK et magnésium, en fait, on a des besoins de 30 kg d'azote hectare, 15 kg de potassium hectare, de phosphore hectare, pardon, 40 kg de potassium hectare et en gros 10 kg d'oxyde de magnésium chaque année. Donc ça, c'est pour se mettre sur les bases. Ça comprend, on va dire, la consommation de la vigne pour une exportation où on compte les bois qui sont brûlés sur place ou exportés de la parcelle et une production de 50 hectos. C'est les besoins qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la vigne. Voilà. Ensuite, on est obligé pour calculer ce rendement, en fait, on est obligé de rentrer dans une formule. Donc, il faut partir avec le nombre de bourgeons laissés à la taille, multiplié par le nombre de bourgeons sortis, donc c'est le pourcentage de débourrement, multiplié par la fertilité du bourgeon, donc le nombre de grappes par rameau, multiplié par le poids de la grappe, qui va changer en fonction de la densité de plantation et du millésime, et multiplié par la densité de plantation. Alors, je vous ai fait pour faire un plan réel, en fait, j'ai fait 2 calculs différents. J'ai pris l'exemple d'une parcelle de vigne de chardonnay de 8 ans, plantée à 10 000 pieds par hectare, où on laisse 9 bourgeons à la taille, donc c'est-à-dire une baguette à 7 bourgeons et un courson à 2 bourgeons, avec un débourrement à 82%, multiplié par une il y a des messages qui arrivent en même temps, ça me coupe un petit peu. Bon, c'est pas grave. Multiplié donc par la fertilité du bourgeon, que là j'ai pris 1,26 grappes par rameau, avec des grappes à 90 grammes, multiplié par 10 000 pieds par hectare. Donc, dans un cas comme celui-là, ce qui est une vigne de 8 ans qui est en pleine forme, en gros, on récolte 8 165 kg hectares en théorie. Ce qui nous fait un rendement final à 61,4 hecto-hectares. Donc ça, c'est la base. Bon, alors c'est vrai que alors pour certains, ça peut être un petit peu élevé. Pour d'autres, c'est tout à fait normal. C'est une question de choix. J'ai fait le calcul aussi dans ce sens-là, dans l'objectif de montrer par rapport à une vigne de 50 ans, où en fait, on a des pieds qui sont défaillants, avec des pieds où on a des flux de sève qui sont obstrués. Et à partir de là, en fait, on va avoir une perte globale. Donc même si on fait le calcul, exactement le même calcul, ou quasiment proche, avec une légère baisse sur certains paramètres. Donc, je suis parti toujours sur 9 bourgeons théoriques laissés. Mais en fait, on se rend compte qu'à la taille, il y a 60% des pieds qui vont être taillés avec une baguette. Donc, ils vont se retrouver à 9 bourgeons en totalité. 20% qui va être taillé à 4 bourgeons. Donc, c'est-à-dire, en gros, c'est un pied qui manque de vigueur, donc avec 2 coursons.
15% taillés à deux bourgeons, donc c'est-à-dire un seul courson, et 5% des pieds qui sont non productifs, soit parce qu'ils sont morts, soit parce qu'ils n'ont pas été remplacés, soit parce qu'ils sont chétifs. Et en fait, quand on rentre dans ce même calcul sur une vigne de chardonnay qui a 50 ans, en fait, on voit que le rendement, il diminue. Il diminue. Alors après, on diminue quand même, bon, pas tout à fait de moitié, mais quand même de 40% le rendement, enfin, à peu près. Donc à partir de là, c'est se poser les bonnes questions. Pourquoi on en est arrivé au fait d'avoir une perte de rendement? Comment on peut y pallier? Et comment on fait en fait dans un cas de réchauffement climatique? Parce que la vigne, elle réagit pas pareil quand elle produit 61 hecto-hectares et quand elle en produit 39. Et en fait, c'est ça qui va être important dans nos décisions techniques à prendre dès qu'on connaît en fait le résultat de ce calcul. Donc, à partir de là, on va partir sur la partie 2, donc, qui parle du maintien des équilibres, de la vigueur, du rendement et de l'acidité. Donc, vous pourriez me poser la question, quel est le rapport en fait entre le rendement et l'acidité? En fait, c'est assez simple. Le but, c'est de partir avec un potentiel rendement de départ qui est élevé. Dans le cas du réchauffement climatique, alors moi je pars du principe que c'est pas un débat, hein, je me dis que je pars d'entrée qu'il y a un réchauffement climatique, je veux pas rentrer là-dedans. Donc le but ça va être de limiter en fait les risques de perte de rendement en cas d'accident climatique. Donc si on part avec un potentiel élevé, par exemple on peut se dire je pars toujours avec un potentiel de 60 hecto-hectares et ensuite je vais affiner avec mes travaux. Voilà. Et dans le pire des cas, si on se voit avec des vendanges qui vont être très tardives, avec des hauts rendements, rien ne nous empêche de faire des vendanges en verre tardives dans le but de faire baisser ce rendement pour garder de la concentration. En tout cas, dans certains crus, c'est ce qu'on va rechercher. Dans ce rapport rendement et acidité, il y a une chose qui est très importante, c'est l'effet tampon en fonction de la température. Alors là, on sort d'un millésime 2021 qui était un petit peu compliqué. Qui n'est pas forcément l'exemple qu'on aurait voulu prendre tout de suite, mais si on prend les exemples d'un millésime comme 18, 19 et 20, c'est quand même assez important de voir l'importance d'avoir un rendement plus élevé. Un rendement plus élevé, en fait, c'est permettre à la vigne d'avoir un pouvoir tampon. Ce pouvoir tampon, il va nous permettre en fait d'avoir une maturation plus longue. C'est-à-dire d'avoir, quand on a un domaine de 20 hectares, par exemple, c'est de pouvoir se donner le temps pour la récolte et se dire, il ne va pas falloir qu'on récolte tout sous 3 jours. Une maturation plus longue, c'est plus de temps et c'est aussi moins de stress dans son calendrier de récolte. Ça, c'est un argument pour moi qui est très important parce que ça va nous permettre, en fait, ça va vraiment nous permettre de mettre en place et de vendanger la bonne maturité, qu'elle soit phénolique ou qu'elle soit aromatique. Ça va nous permettre le temps de mettre tout en place dans l'organisation des vendanges. Voilà. Une maturation plus longue, c'est aussi plus de synthèse aromatique. Ça, c'est une partie qu'il faut quand même garder. Dans les points les plus importants, dans le sens où plus on aura de synthèse aromatique et plus en fait les levures derrière pourront transformer nos précurseurs d'arômes en arômes et au final avoir des vins qui sont plus aromatiques. Et l'effet tampon, c'est aussi moins de perte de rendement. Alors, c'est des choses qu'on ne parle pas forcément, mais on reparlera ensuite dans la dernière partie avec la taille. Moins de perte de rendement, en fait, quand on a des millésimes comme 2019 ou 2020, avec une grosse sécheresse, on va dire, un manque d'eau, un stress hydrique qu'on peut observer, en fait, la vigne, elle va venir pomper. Elle va venir pomper de l'eau dans les raisins, ce qui fait qu'on va avoir c'est pas une réelle maturation, c'est une maturation par concentration, qu'elle soit due à la chaleur extérieure ou à la vigne qui va venir absorber de l'eau dans les raisins. C'est une réserve en eau qu'elle s'est créée pour se protéger. Par exemple, dans les cas de plantiers de 1 ou 2 ans, quand il y a des grappes qui poussent, le mieux c'est de les laisser dessus pour que l'eau qui est contenue dans les grappes en plus peut servir à la vigne au moment en fait de l'ahoutement et au moment où en fait où on peut avoir un mois de septembre très chaud. À partir de là, en fait, il est possible que les plantiers qui n'ont pas forcément un système racinaire très implanté puissent venir en fait chercher l'eau dans les grappes qu'on a laissées.
Donc, en fait, toutes ces décisions, elles vont nous englober dans la décision du rendement final à l'essai. Donc, en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on a taillé, qu'on a décidé de combien de bourgeons on laissait dans notre objectif de production, la première, si on voit qu'on a un gros potentiel, l'intérêt, c'est de jouer à l'ébourgeonnage. C'est la première décision qu'on peut prendre. On peut faire un ébourgeonnage très léger, juste sur le vieux bois, pour enlever tout ce qui sort et se dire, je me garde, si je veux enlever du raisin, je peux le faire plus tard. Les autres décisions, en fait, on va les prendre à la date de floraison. Parce qu'à la date de floraison, c'est là où on va pouvoir se faire un planning et se dire, à peu près, dans 100 jours, je sais que je vais pouvoir récolter. Et c'est aussi à ce moment-là où on va prendre cette décision d'effeuillage. C'est aussi important de cette date de se dire, est-ce que j'aurai besoin de personnel pour faire de l'effeuillage dans le cas où on effeuille à la main, ou même de pouvoir faire un programme de travail pour ses salariés, pour son tractoriste, pour pouvoir prévoir ça derrière. Donc la décision de l'effeuillage, elle sera prise à ce moment-là. Et ensuite, la décision des vendanges en verre, tardives ou non, ça dépend de la décision de domaine. Alors moi, ce que j'entends par vendange verte tardive, en fait, c'est généralement c'est à partir de la mi-véraison. L'intérêt de faire une vendange tardive, justement, c'est de permettre, d'empêcher un cas de compensation. La compensation, c'est-à-dire que si on coupe trop tôt, par exemple, on coupe alors qu'on est quasiment en approche de la fermeture de grappes, c'est-à-dire que les autres grappes vont compenser, donc elles vont faire plus de jus, elles vont avoir des pellicules qui vont être beaucoup plus fines, et à partir de là, elles ont un risque d'éclatement et un risque de pourriture en fait qui est beaucoup plus élevé. L'intérêt, c'est qu'il n'y ait pas d'effet de compensation et de se dire, écoutez, c'est une perte de récolte pure sans pour autant en fait diluer ce qui est présent dans les grappes qu'on va laisser à la vigne. Voilà. Donc en fait, toutes ces décisions, elles vont nous obliger, pour maintenir en tout cas l'acidité, ce qui est notre objectif aujourd'hui, à organiser notre planning de travail. Donc on peut dire que si on a des vendanges, en gros avant le 10 septembre, on n'a pas besoin forcément d'effeuillage. Donc voilà, il y a des risques de grillure, il y a des risques aussi de consommation d'acide par les UV, par la chaleur, par le retour du sol aussi en même temps. Donc le but, c'est de protéger les grappes par un microclimat frais, empêcher qu'elles chauffent, donc en n'effeuillant pas. Si on a des vendanges entre le 15 et le 25 septembre, en fait, on peut conseiller tout à fait l'effeuillage à ce moment-là. Et si on a des vendanges après le 25 septembre et qu'on a un gros potentiel de récolte, en fait, on va savoir, ça on saura vraiment à la date de floraison. Et à partir de là, on peut se dire oui, l'effeuillage il sera obligatoire, donc le plus précoce possible. Et à partir de là, il faudra que je prévoie des vendanges en verre tardives. Donc, quand on a des vendanges après le 25 septembre, en fait, ces vendanges en verre tardives, elles vont être réalisées au retour des vacances, donc en gros à partir du 25 août. Donc du 25 août au 15 septembre, c'est cette période-là où en fait on va pouvoir enlever les raisins qui sont en trop si on veut rester dans une démarche qualitative. Si vous voulez faire 60 hectos tous les ans, effectivement, il n'y aura pas besoin. Mais dans le cas où vous voulez garantir une certaine qualité, c'est à ce moment-là qu'il faudra jouer. Sur les rouges, c'est assez facile de travailler à ce moment-là parce qu'on va enlever toutes les queues de véraison. Les queues de véraison, en fait, c'est les dernières grappes qui ont du mal à vérer. On le voit très bien sur un pied, il y en a toujours une ou deux. Et ben en fait, ces queues de véraison, on peut passer et les enlever à partir du 25 août jusqu'au 15 septembre pour justement qu'ils ne viennent pas diluer ou qu'ils ne viennent pas amener des tanins verts à la vinification. Donc maintenant, je passe à la troisième partie qui va parler de la pérennité du vignoble, qui joue aussi en fait sur finalement sur le rendement et sur la préservation de l'acidité, puisque si on arrive à maintenir un rendement correct, à partir de là, en fait, on aura plus de raisins et donc un effet tampon beaucoup plus important sur la chaleur et une perte de rendement qui sera limitée. Donc, je vais vous présenter trois styles de taille. Le guyot mix simple, c'est-à-dire c'est le guyot que vous avez l'habitude d'utiliser depuis toujours, qui a été inventé par Jules Guyot, qui est une taille mixte, c'est-à-dire un courson et une baguette. Le guyot poussard, qui comprend deux flux de sève,
deux flux de sève avec deux coursons et une baguette, et le guyot mixte qui lui est à deux flux de sève avec un courson et une baguette. Et vous allez voir que sur les dessins, on va pouvoir observer les zones nécrosées et les flux de sève. Alors l'intérêt dans tout ça, c'est de se dire que plus on a de flux de sève, et plus on a une vigne qui est capable de se protéger. De se protéger par rapport aux maladies, mais aussi se protéger par rapport au gel. L'intérêt, c'est de se dire plus on a des flux de sève qui fonctionnent correctement, plus on va pouvoir stocker de l'amidon. Et l'amidon, c'est ce qui va nous permettre, en fait d'amener des réserves à la vigne. C'est la protéger en fait contre tout. Et en même temps, plus on a d'amidon qui vont rester stockés dans le bois, plus on a une sève qui est visqueuse, et plus en fait elle sera capable de se protéger par rapport au gel, entre autres. Et en même temps, permettre un débourrement qui soit franc, permettre une pousse qui soit correcte. Et ensuite, en fait, un déroulement lors de la saison en verre, en fait, qui sera correct. Donc alors, ça va peut-être étonner beaucoup de monde, mais en fait, le guyot simple, c'est un monoflux de sève, dans le sens où en fait, il a été créé par Jules Guyot, et si on part sur le principe qu'il avait créé, c'est un cep en fait qui est amené à s'arrondir dans le temps, dans le sens où le courson est toujours placé du même côté et que la baguette est toujours opposée au courson. Et en fait, il y a un seul flux de sève avec toujours le courson en premier flux et la baguette qui est en deuxième flux. Donc là, on peut déjà observer en fait les zones noires qui sont les zones nécrosées, qui ont été faits toujours au même endroit, ce qui permet en fait d'avoir un monoflux de sève qui soit opposé à ces plaies de taille. Si on l'observe en fait d'une autre façon, donc en vert en fait on va trouver tout le passage des flux de sève et en même temps les réserves d'amidon. Donc en fait ce qui nous sert à observer notre flux principal et à savoir en fait si on va apporter une pérennité à notre vignoble ou non. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup la mode. C'est beaucoup la mode en fait des guyos poussards, que je vais vous présenter. Alors il y a des avantages, il y a des désavantages. Les avantages en fait, c'est de travailler avec deux flux de sève, un droite, un gauche, plus une baguette du côté qui est le plus vigoureux. Ce qui admet aussi qu'il y a un phénomène d'alternance, dans le sens où si vous faites généralement dans ce cas-là la baguette à droite, il y a de grandes chances en fait que l'année prochaine vous deviez faire votre baguette à gauche, et ce qui est dû à ce phénomène d'alternance. Là, on ne travaille plus sur un seul flux de sève, mais avec deux flux de sève. Et le flux de sève de droite va alimenter la baguette une année et va le laisser reposer de l'autre côté. Ce qui va nous permettre en fait d'avoir un courson opposé qui est très vigoureux, ce qui va nous permettre de faire une belle baguette de l'autre côté l'année prochaine et donc de conserver un rendement qui soit correct, ou du moins qui soit dans vos objectifs. Donc dans le même cas, en fait, on peut observer, comme on l'a vu avant, en fait, les réserves de stockage et les flux de sève qui peuvent apparaître, avec pareil dans le même cas en fait toutes les zones en fait de nécrose qui sont au-dessus des flux de sève, et en fait c'est l'objectif en fait de ces guyots poussards. Alors comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est très à la mode aujourd'hui. Alors moi j'ai quand même 2-3 petits problèmes avec cette taille-là. C'est qu'à 10 000 pieds par hectare, il y a souvent en fait on a le courson qui est sous la baguette qui perd en vigueur. À partir du moment où il va partir en vigueur, il va faiblir en vigueur, en fait il va pas être productif. Il va pas être productif, et à partir de là en fait on a des problèmes de maturation. On a des problèmes de maturation sur les 2, 3, 4 grappes qu'il peut y avoir en fait sur ce courson. À partir de cette étape, je trouve ça dommage de saigner un petit peu la vigne au niveau de sa vigueur pour faire un courson qui soit pas productif.
Dans un deuxième cas, on se retrouve avec une zone d'entassement de végétation en fait sur le début de la baguette, qui est la partie qui est juste au-dessus de ce courson. Et pour moi, c'est un signe à maladie. Donc, on voit beaucoup plus d'oïdium dans ces parties-là, beaucoup plus de pourriture potentiellement, et en même temps beaucoup plus du mildiou parce que on est plus riche en humidité sur cette zone-là, donc on aura plus de maladies. Et d'un point de vue main d'œuvre, à 10 000 pieds par hectare, ben, je trouve que ça colle pas parce qu'en fait, on est tout le temps en train de chercher notre courson dessous. Quand la végétation est un petit peu poussée, qu'on a des pampres qui font déjà 10-15 cm et qu'on est encore en train de faire de l'ébourgeonnage. Et en fait, à partir de ce stade, on n'arrive pas à trouver facilement le courson pour l'ébourgeonner correctement. Et pour moi, c'est le point le plus négatif de cette taille-là. C'est se dire en fait qu'en main d'œuvre, on va le chercher, c'est une charge mentale supplémentaire. Et on le voit dans la formation des équipes. Hein. Au mois de mai, on fait beaucoup de formations en fait de l'ébourgeonnage pour des saisonniers. Et en fait, on se rend compte que le saisonnier, il a du mal à le trouver, ce courson. Donc, à nous, essayer de lui simplifier la vie. Et pour lui simplifier la vie, en fait, l'intérêt, c'est de trouver une taille intermédiaire. Et cette taille intermédiaire, c'est le guyot mixte. Elle est dans le fonctionnement, elle fonctionne comme le guyot poussard, 2 flux de sève différents, sauf qu'on va laisser juste un courson et une baguette qui soit opposée. À partir de là, en fait, on va avoir exactement les mêmes 2 flux de sève que sur le guyot poussard. On essaiera de favoriser le premier bourgeon de la baguette qui soit extérieur. Dans l'intérêt en fait de laisser sur ce premier bourgeon le futur courson de l'année prochaine et d'alterner en fait une année sur deux, d'avoir la baguette d'un côté, le courson de l'autre et ainsi de suite. L'intérêt de cette taille en fait, c'est de se faciliter le travail tout en étalant la végétation. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est comme le guyot poussard, on a des problèmes d'élargissement des pieds. Alors c'est tout à fait vrai, sauf qu'à terme, en fait, quand on est trop large, en fait, il suffit simplement de replier la baguette vers l'intérieur du pied et on aura toujours notre premier bourgeon de baguette qui partira vers l'extérieur et qui nous permettra de faire un courson l'année d'après. Donc pour conclure de la première partie, moi je peux vous conseiller d'adapter le rendement au climat et au millésime. Donc en fait, par rapport à ce que j'ai dit, c'est se dire, on part avec un gros potentiel. Et à partir de ce gros potentiel, on va jouer sur les travaux de la vigne, travaux en verre. Et à partir de là, on va pouvoir, essayer de se concentrer sur l'objectif rendement. Ensuite, c'est d'adapter la taille à la densité de plantation. Alors, je vous disais que j'aimais pas forcément le guyot poussard. Alors, c'est vrai que je l'aime pas à 10 000 pieds par hectare. Par contre, je l'aime déjà beaucoup mieux à partir de 7 300 pieds à l'hectare. En gros, on voit que sur des vignes à 1,30 m, comme on peut croiser, on peut trouver en Côte-Chalonnaise, dans le Mâconnais, en Suisse, énormément. Donc, à partir de 1,30 m, 1,40 m entre rangs, donc avec des densités de plantation autour des 7 300. Là, en fait, le guyot poussard, il devient intéressant parce qu'il y a une végétation qui est beaucoup plus étalée. On a des méritales qui sont beaucoup plus longs et on a moins d'entassement de végétation. Donc ça va être vraiment important d'adapter cette taille à votre densité de plantation. Bien sûr, c'est de calculer la charge théorique de votre parcelle, dans le sens où ça ne sert à rien de passer bourgeonner si vous voyez que vous avez peu d'inflorescences qui sont sorties. On le voit déjà très tôt. Rien ne vous empêche de vous dire, oui, au début, j'enlève que le vieux bois, enfin que les pampres sur le vieux bois. Et à partir de ce moment-là, je me dis, on attend de voir un petit peu que ça pousse et on refait un deuxième ébourgeonnage. Ça peut être un premier ébourgeonnage rapide et un deuxième ébourgeonnage un petit peu plus appliqué. Le conseil que je peux vous donner aussi, c'est de remplacer les pieds morts, malades, chétifs chaque année. L'objectif qui est même haut, c'est d'avoir 1,5% de pieds à remplacer maximum. Et aujourd'hui, on a même des domaines qui arrivent à passer en dessous de ces 1% remplacés. Et c'est de les remplacer avec des porte-greffes qui soient vigoureux. Le fait d'avoir un porte-greffe vigoureux, c'est vraiment de faciliter la reprise. Alors aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut pour que ça soit au top. Alors on n'a plus forcément que des tarières, on a aussi maintenant des micro-pelles qui sont avec des dents qui permettent vraiment d'ameublir la zone
la zone où il y aura votre complant qui arrivera bientôt, et en même temps de mettre un petit peu de compost ou un petit peu d'engrais à ce moment-là. Alors, je vous invite pour cette partie-là, donc sur alors, remplacement des pieds morts, malades ou chétifs. Moi, je pars du principe que dès que les bois ils commencent à être un petit peu malades, un petit peu tortueux, je me pose même pas la question de laisser le pied vivant en fait. Je l'enlève directement et je me dis que c'est un pied qui est pas rentable. D'une année à l'autre, en fait, on va lui faire un courson pendant 3, 4, 5 ans. En fait, on se rend compte que ça fonctionne pas et que ça sert à rien. Mieux vaut l'enlever et replanter un complant. Pour vous aider là-dessus, je sais que le BIVB a sorti un calculateur qui vous permet de voir en fait, de voir la perte que ça provoque de ne pas remplacer les pieds. Je vous invite vraiment à y aller. Vous y avez accès directement sur le site du BIVB. Donc, c'est un super calculateur et ça vaut le coup. Voilà. Et le dernier point, c'est de faire des essais, expérimentations sur les porte-greffes. Alors, pareil, le BIVB a lancé des essais sur les porte-greffes. Elle invite des vignerons à faire des essais et le BVB va donner des moyens pour suivre ces expérimentations. Donc, n'hésitez pas à aller les voir pour parler de tout ça. Voilà. Et c'est terminé pour ma partie. Merci Richard. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? Alors, j'en ai une déjà de Céleste qui l'a posée pendant ta présentation sur la taille guyot. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas de risque de diminution de la pérennité du fait d'avoir une partie nécrosée proche du monoflux de sève? En fait, si on reste rigoureux sur la taille qu'a inventé Jules Guyot, c'est-à-dire un monoflux de sève, avec les plétailles qui sont toujours du même côté, normalement, il n'y a pas de problème. Okay. Dans le sens où si on garde toujours, si on a un pied en fait qui vient se courber légèrement, on garde toujours ce flux de sève qui est toujours du même côté. Si on arrive à garder ce système de taille, en fait, on se rend compte qu'on peut totalement tailler aussi bien qu'on le fait sur les guyots poussages ou sur les guyots mixtes. La seule différence des deux autres tailles, c'est qu'en fait, on a deux flux. Demain, si on a un flux qui est mort, on a toujours le deuxième qui est disponible et on peut transformer justement en guyot simple. C'est ça l'intérêt. Donc le guyot simple, s'il est bien maintenu comme l'a inventé Jules Guyot, donc toujours avec la même orientation, il n'y a aucun problème sur la pérennité du vignoble. Le problème, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui que des fois, on fait un courson de l'autre côté parce qu'il y a un petit pampre qui est sorti. Et à partir de là, on va permettre du côté des nécroses de faire un mini flux de sève. Et si un jour on se fixe sur ce flux de sève, en fait, on va se rendre compte que oui, là, on aura un problème de pérennité. Mais si on garde toujours la même rigueur, toujours du même côté, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, on pourrait continuer à les poser pendant le reste de la présentation si vous avez d'autres sujets à aborder. Il y a Raphaël qui pose la question, est-ce que vous avez des exemples de porte-greffes vigoureux en SO4? Alors, oui, il y en a même beaucoup. On va dire qu'on peut les classer en fonction de leur résistance au calcaire actif. Il y a le 41B qui fonctionne très bien. Alors, c'est vrai qui est plutôt utilisé en Champagne, qu'on retrouve aussi à Chablis, je pense, énormément. L'intérêt, c'est oui, il résiste au calcaire actif, mais aussi il permet de repousser un petit peu la date de débourrement. Et la date de débourrement, certaines années avec le gel, c'est pas négligeable dans le sens où si ça débourre 3, 4, 5, 6 jours plus tard, finalement, ça va avoir un gros avantage. Donc, le 41B qui marche très bien aussi pour les complantations. Vous aurez dans ceux qui marchent très bien et qui sont à la mode aussi, il y a les 1103P. Donc, c'est ce qu'ils appellent Paulsen très souvent. Pareil, grosse vigueur, ce qui permet de repousser aussi le débourrement de 4 à 5 jours. C'est peut-être rien du tout, mais en fait, ça joue énormément. Et le fait des fois d'avoir un débourrement de 4 à 5 jours, ça ne veut pas dire forcément qu'on va vendanger 4 à 5 jours ou une semaine plus tard. Ça peut rattraper tout à fait pendant la saison en fonction du climat. Ça peut totalement rattraper en fait un autre porte-greffe qui est à côté. Voilà.
Le fait d'être vigoureux, c'est aussi se permettre d'augmenter son rendement, ou si ce n'est pas d'augmenter, c'est au moins de maintenir un rendement, enfin l'objectif de rendement. Et ça, c'est vraiment important. Ok. Bon, super. Merci Richard. Et puis, on va passer à Tiffany qui va nous parler des équilibres acides. Voilà. C'est bon. Alors, bonjour à tous. Donc, pour ma partie, je vais vous présenter les équilibres acides sur vin et surtout comment on va pouvoir maîtriser ces équilibres. Donc, la présentation est divisée en 3 parties. Donc, une partie plus rappel où on va revoir rapidement les acides organiques et surtout comment on exprime l'acidité d'un point de vue analytique. Il y aura une partie un peu plus importante sur l'acidité, le vin et surtout les équilibres organoleptiques et la gestion de ces équilibres. Et enfin, on va voir 2 exemples pour finir. Alors, pour commencer, rappel acide organique et expression de l'acidité. Donc, pour rappel, le vin, c'est une matrice vivante qui est composée uniquement d'acides organiques qui viennent directement du raisin, mais également des micro-organismes. Donc, sur le raisin, on retrouve, qui vient du raisin, on a majoritairement l'acide tartrique et l'acide malique. Donc, tartrique propre à la vigne et l'acide malique qu'on retrouve un peu dans l'ensemble du règne végétal. Dans une moindre mesure, on va avoir l'acide citrique apporté par le raisin. Et après, on va avoir tout un pool d'acides organiques apportés également par les micro-organismes au cours des fermentations, qui sont l'acide succinique, lactique et bien sûr acétique, qu'on ne souhaite pas en grande quantité. Concernant l'expression de l'acidité, donc pour le vin, en analyse, on se base sur 2 notions, que sont l'acidité totale et le pH. Donc, c'est des notions qui sont finalement indissociables, donc on va voir pourquoi. Donc, tout d'abord, l'acidité totale, qu'est-ce que c'est? Donc, l'acidité totale, en fait, correspond à l'ensemble, à la somme de tous les acides organiques présents dans la matrice. Et c'est vraiment une notion de quantité d'acidité, si on peut dire. Donc, elle est exprimée soit en équivalence de grammes d'acide sulfurique en France, et de façon, on va dire, unité internationale, en grammes d'acide tartrique. Précisément, comment évolue cette acidité totale au cours des vinifications? Donc, c'est directement lié à l'évolution des acides organiques majeurs. Donc, si on prend au cours des FA, on va observer dans la majorité des cas une diminution de l'AT qui est directement liée à la baisse de l'acide tartrique. Dans certains cas, on va avoir peu de variabilité ou voire même une augmentation de l'AT post-FA. Dans ce cas, c'est expliqué directement par la compensation de la perte de l'acide tartrique par la production d'autres acides organiques par les micro-organismes, par les levures, et notamment l'acide succinique. Au cours des FML, donc de façon logique, ce qu'on s'attend, c'est qu'on a une baisse de l'acidité totale directement liée à la baisse de l'acide malique qui n'est jamais compensée par la montée de l'acide lactique. Donc le pH maintenant, donc là on vient de voir que l'acidité totale c'était bien une notion de quantité d'acidité. Là sur le pH on est plus sur une notion de qualité puisque le pH qui est un potentiel va mesurer la force acide d'une solution. Donc, c'est quelque chose d'assez important pour nous en tant que vous, en tant que vigneron et nous, en tant qu'œnologue, de suivre, puisqu'on sait que le pH va influencer différents paramètres. On sait qu'il va y avoir une influence énorme sur l'efficacité du sulfitage. On sait que c'est également, suivant le pH, on va avoir une gestion plus ou moins importante des micro-organismes. Certains micro-organismes d'altération ont plus de difficultés à se développer à des pH bas, notamment. On sait qu'il y a une influence sur la couleur des vins rouges. Pareil, dès qu'on augmente un peu le pH à des taux supérieurs à 3,6, on peut déjà observer une perte de la couleur rouge et surtout une perte d'intensité. Et bien sûr, on va avoir un impact aromatique. Donc, c'est pourquoi on essaye, suivant le type de vin, pour les blancs, on va dire plutôt dans nos régions, d'avoir un pH compris entre 3,20 et 3,35, bien sûr, suivant les millésimes, suivant aussi le terroir. Pour les rosés, surtout entre 3,30 et 3,40, et les rouges entre 3,35 et 3,55. Donc là, on va aborder une partie qui nous intéresse plus, qui est vraiment la gestion des équilibres dans les vins. Donc, juste pour définir ce qu'est les équilibres dans le vin. Donc, si
on se penche sur les vins blancs. Donc, on va voir la composante acide qui va être la colonne vertébrale finalement du vin à la dégustation, mais qui va être également contrebalancée par l'axe de la sucrosité. Donc, la sucrosité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'une molécule, d'un composant, à apporter une saveur sucrée à la dégustation. Pour les rouges, on retrouve donc ces deux axes. Et puis auquel on peut rajouter bien entendu les tanins. Et donc là, on va observer finalement un équilibre gustatif. On va rechercher un équilibre gustatif qui va être totalement différent puisque la partie tannique, que ce soit au goût et surtout à la texture, va totalement redistribuer les dés. Donc là, on vient de les définir ce qu'étaient les équilibres. Donc nous, ce qu'on cherchait finalement, c'est un peu l'équilibre idéal entre tous ces composantes. Maintenant, quels sont nos moyens d'action concrètement? Donc déjà, de façon, on va dire, usuelle, ce qui est le plus important, c'est de connaître son parcellaire, donc cartographier son parcellaire. Donc on va pouvoir agir en fonction de l'exposition, en fonction du sol, du microclimat, de l'altitude, donc tout ce qui définit finalement le terroir. On va pouvoir agir sur la maturité, on va rechercher certaines années un peu plus de surmaturité, voire de sous-maturité, selon bien sûr les conditions sanitaires. Et on va jouer également sur les assemblages. Dans les années finalement où on va dire toute cette partie-là ne suffit pas, on va devoir agir concrètement, donc avec des actions correctives. Donc là, on va s'orienter sur cette partie, plus sur la partie l'axe de l'acide, avec comment on va dire acidifier ou désacidifier les différentes techniques suivant le moment, on va dire, d'action. Donc tout d'abord l'acidification par ajout d'acide, donc que sont l'acide tartrique, malique et lactique. Donc ces acides en fait vont avoir un effet direct à la fois sur le pH et sur l'acidité totale. Donc l'utilisation finalement de l'un ou de l'autre acide va vraiment dépendre du moment d'action, du type de vin que vous voulez aussi. Et donc c'est pourquoi il est très important avant d'agir de bien regarder les analyses, de bien déguster et surtout d'en parler avec votre œnologue. Autre possibilité, donc là cette fois-ci on peut également ajouter deux autres acides que sont l'acide citrique et l'acide ascorbique. Donc la particularité c'est que ces deux acides ne vont pas du tout jouer ni sur le pH et très peu voire pas du tout sur l'AT. Là ce qu'on va rechercher c'est plutôt d'accentuer la sensation acide au niveau gustatif. Donc c'est des choses qui peuvent être faites finalement, des petites corrections qui vont être faites assez proches souvent de la mise ou plutôt en préparation, pour vraiment rééquilibrer en finale les vins quand on voit qu'il peut manquer un peu de peps au niveau en tout cas du gustatif. Donc autre méthode, donc là on n'est plus sur une méthode additive, mais on est sur une méthode dite soustractive, c'est l'acidification par électrodialyse. Donc rapidement, qu'est-ce que l'électrodialyse? Il s'agit d'une méthode membranaire. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien le schéma. Donc là, je vous ai mis un petit schéma. Donc, c'est une méthode membranaire, en fait, c'est une succession de plaques, comme les filtres à plaques ou à presse. Et en fait, on va alterner le passage d'eau et de vin. Et on va appliquer un champ électrique, en fait, sur ce système. Et ce champ électrique va permettre d'éliminer les ions potassium qui vont être acceptés dans l'eau. Et en fait, on va éliminer au fur et à mesure les ions potassium jusqu'au pH voulu. Donc, cette technique, pour le moment, n'est toujours pas autorisée en agriculture biologique. Là, les avantages, c'est qu'elle est précise puisqu'on peut vraiment choisir jusqu'à 0,3, je crois, de pH. Ça ne nécessite pas d'intrants. Il n'y a pas de prise d'oxygène si c'est bien fait. L'inconvénient majeur, c'est la consommation d'eau, puisque c'est l'eau qui sert de récepteur aux ions potassium. Et plus on va vouloir désacidifier, plus on va devoir consommer d'eau. Et bien sûr, ça consomme de l'énergie. Autre méthode pour acidifier, donc c'est une méthode qui est plutôt pour le moment de façon générale à l'essai dans les régions méridionales. Donc c'est une méthode biologique, l'acidification par une levure qui s'appelle l'Achantia thermotolerans. Donc quel est l'intérêt de cette levure? Donc c'est une levure non saccharomycèse qui est naturellement présente sur les raisins. Donc l'intérêt de cette levure, de cette espèce, c'est qu'à partir des sucres, elle va pouvoir produire trois composés que sont le glycérol, l'éthanol
et l'acide lactique. Donc, c'est-à-dire que si utilisée en préfermentaire, cette levure va déjà pouvoir acidifier les mous en réduisant la quantité de sucre. Et on va avoir, pour une même quantité de sucre, si on compare à Saccharomyces, beaucoup moins d'alcool de produit que si c'était 100% Saccharomyces qui faisait la fermentation. Donc pour le moment, comme je disais, c'est plutôt une levure qui est laissée dans les régions plus méridionales où on se rend compte avec des acidités assez basses et des degrés qui montent de plus en plus. Malheureusement, on est dans une tendance aussi de changement, voire réchauffement, et on pourrait certaines années à devoir l'utiliser pour justement éviter d'utiliser derrière d'autres systèmes correctifs. Donc là, on a vu la partie si on devait ajouter de l'acide, si on avait un manque d'acide. Donc là, c'est plutôt l'inverse, c'est la partie désacidification. Donc, bon, les méthodes, pareil, hein, c'est assez simple. Donc, vous connaissez pour beaucoup les méthodes. C'est la désacidification par ajout de sel. Donc, soit le bicarbonate de potassium, soit le carbonate de calcium, et de façon beaucoup moins utilisée, le tartrate neutre de potassium. Pour rappel, que ce soit l'acidification ou la désacidification, c'est soumis à déclaration dans les 48 heures maximum après l'utilisation. Et il y a un tenue de registre obligatoire d'entrée, de sortie et d'utilisation du produit. Donc l'utilisation d'un sel par rapport à l'autre, pareil, ça va dépendre finalement du moment d'action. Comme pour l'acidification, la désacidification par ajout donc, de sel doit se faire avec analyse, dégustation à l'appui et bien sûr sur l'avis de votre œnologue, parce qu'une fois que c'est désacidifié, eh ben, c'est trop tard. Et puis bien sûr, il y a la désacidification que vous connaissez tous, la méthode biologique, donc qui est la FML, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que mon collègue Charles-Antoine vous en parlera par la suite. Donc là, on vient de voir comment nous pouvons maîtriser les équilibres du vin, donc en jouant sur l'axe des acides. On peut également jouer sur les autres axes. Tout d'abord sur l'axe de la sucrosité, donc qui est finalement ce qui est fait de façon usuelle avec l'élevage sur lit ou l'élevage en barrique. Mais l'idée, c'était de comprendre pourquoi finalement ces actions qu'on fait de façon régulière apportent concrètement de la sucrosité qui est concret quand la dégustation est presque quantifiable. Donc si on prend l'exemple de l'élevage sur lit, on se rend compte que lors de l'autolyse des levures, on va avoir la libération d'une protéine, qui est la protéine HSP12, qui, elle, a une saveur sucrée. C'est une protéine, mais il y a une saveur sucrée. Donc, ça va être intéressant, justement, sur des vins où on a des acidités assez vives, de contrebalancer par un élevage plus ou moins important sur lit. Pareil, l'élevage du bois, donc qu'on fait souvent conjointement avec l'élevage sur lit, on s'est rendu compte, donc il y a des études qui se sont rendues compte qu'il existait des molécules, donc au joli nom de quercotriterpénosides. Donc ces composés sont naturellement présents dans le bois. Et en jouant avec le type de bois, avec le type de chauffe, avec l'âge aussi de la barrique et le temps d'élevage, on va pouvoir avoir une sensation de sucrosité plus ou moins importante. Donc pareil, au moment de l'élevage, toujours important de suivre la dégustation, car c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas quantifier via des analyses, donc pour ne pas justement aller trop loin et tomber dans quelque chose de presque pâteux. Enfin, plus précisément, pour les rouges, on va pouvoir également agir sur les équilibres sur la matière tannique. Suivant les années, on se rend compte que la matière tannique varie beaucoup. Donc c'est pourquoi, pour les tanins, il faut bien discriminer deux choses que sont la quantité des tanins et la qualité des tanins. Donc suivant, on va dire le déséquilibre, sur quelle partie on va pas avoir les mêmes actions. Donc tout d'abord déjà, c'est adapter son process bien sûr de vinification. Quand le process en lui-même n'est pas suffisant et qu'on se rend compte que malgré ça, on a un manque, par exemple, de tanins avec quelque chose d'assez creux, de désossé, on peut apporter de façon à l'élevage, on peut apporter des tanins exogènes, donc soit directement en poudre des tanins ou alors, bien sûr, par un élevage sous bois. Autre possibilité où on se rend compte que le problème n'est pas une question de quantité, mais surtout de souplesse, où on va avoir des tanins astringents, des tanins presque asséchants, astringents. Dans ce cas-là, on peut favoriser, pareil, suivant, on va dire, votre objectif
votre objectif produit, soit via des collages par des protéines, donc qui vont jouer comme colloïdes protecteurs et donc diminuer la fraction de tanin réactif, soit par de la gomme arabique, pareil, si c'est vraiment pour jouer sur une finale, ou alors dans ce cas plus pareil par rapport de tanin ou un élevage sous bois plus ou moins long. L'idée étant de favoriser la réaction des polyphénols entre eux, donc des tanins et autres polyphénols, pour arriver à pouvoir diminuer finalement ce côté réactif et très asséchant, très agréable qu'on peut avoir en dégustation. Pour terminer, on va voir rapidement deux cas pratiques. Qu'est-ce qu'on peut faire suivant les analyses et la dégustation? Donc, si on se penche sur le millésime 2021, donc comme vous le savez tous, c'est un millésime difficile où il y a eu millésime gélif, beaucoup d'humidité. Suivant les zones, on a quand même un manque réel de cumul d'ensoleillement et ça s'est fait surtout sentir sur les pinots noirs en septentrional où là, on avait clairement un manque à la fois de matière et de couleur. Donc, si par exemple on prend cette analyse, donc on a le pH sur début macération, juste avant FML et après FML, on voit que dès début macération, le pH était très élevé à 3,39 et on finit à 3,67. Comme je vous l'ai dit précédemment, à 3,67, la stabilité de la matière et surtout de la couleur est très diminuée. Donc, sur une année finalement déjà où on n'a pas grand-chose, c'est important d'agir. Donc là, ce qui aurait été intéressant finalement, c'est dès la macération d'apporter de l'acide tartrique. Pour certaines raisons, malheureusement, on n'a pas pu le faire. Donc, actuellement, aujourd'hui, ce qui est intéressant, suivant, on va dire toujours l'objectif derrière, c'est d'acidifier rapidement pour justement diminuer ce pH et espérer garder quand même un peu de couleur sur le long terme. Et en contrepartie, comme je vous disais, on avait aussi un manque de matière. Ce serait intéressant d'apporter cette matière, donc soit par des tanins, soit par du fût, pour essayer d'arriver à un équilibre le plus idéal. Donc là, on agirait sur deux axes, que sont à la fois l'axe de l'acidité et à la fois l'axe des tanins. Autre exemple, donc cette fois-ci, on repart un an en arrière, millésime 2020, donc totalement différent à 2021. On avait un millésime beaucoup plus solaire, un millésime sec, qui a entraîné parfois presque des arrêts de maturité et surtout beaucoup de concentration dans les baies, beaucoup de matière. Donc là, si on prend l'exemple sur un chardonnay, on voit les pH qui varient très peu qui ont très peu varié au cours des fermentations, puisqu'on partait à 3,19 et on arrivait à 3,24. Donc là, on est totalement dans la gamme de pH acceptable pour ce type de vin. Donc à la dégustation, enfin à l'analyse, peu d'actions possibles sur l'axe de l'acidité. À la dégustation, à voir si c'est vraiment intéressant de jouer sur cet axe. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est de jouer sur l'axe de la sucrosité avec cette fois-ci, pourquoi pas faire dans ce cas-là des élevages assez importants sur lit ou pareil, suivant une fraction, apporter une fraction de bois pour justement trouver l'équilibre idéal. Donc pour conclure rapidement, donc c'est toujours le millésime qui détermine l'évolution des acidités et surtout l'équilibre, ce que donnera l'équilibre. Donc c'est pourquoi il est important de se baser à la fois sur les analyses et la dégustation. L'un ne va pas sans l'autre, pour mieux comprendre ce que sera le millésime, pour anticiper et surtout agir au bon moment si nécessaire, l'objectif étant bien sûr d'atteindre l'équilibre parfait. Je vous remercie de votre attention. Merci Tiffany. Alors, je vois qu'il y a des questions. Alors, que pensez-vous de Charles? Que pensez-vous de l'apport de... Pardon, je le dis la question avant. De l'apport de vendange entière dans des vinifications rouges. Est-ce que ça peut participer à l'équilibre du vin? En gros, de pas fouler, enfin de pas érafler, c'est ça l'idée. Si j'ai Oui, bien compris. c'est ça. Du coup, oui, bien sûr, ça peut, bien sûr, chaque action, on va dire, va participer à l'équilibre final. En effet, l'intérêt d'apporter de la vendange entière, ça va vraiment déjà dépendre de la qualité sanitaire. Clairement, c'est la première chose. Après, on sait que, par exemple, sur des millésimes très chauds, avec beaucoup de matière, ça peut être intéressant finalement d'apporter une partie de vendange entière pour garder un peu de fraîcheur.
un peu de fraîcheur finale, et pas justement se retrouver sur des notes un peu trop grillées, un peu trop fruits mûrs, et garder justement un peu de tension, et surtout d'espérer d'avoir un peu plus de de possibilités de garder de garde, je vais y arriver, de garde du vin. Après, on sait également aussi que le fait est d'apporter de la vendange entière, donc des rafles, ça va favoriser aussi sur autre chose. Donc là, on s'écarte un peu, mais ça va être intéressant puisque ça va favoriser le passage de l'air, et donc ça va réduire les réductions dans certains cas, et surtout ça va permettre de vraiment aller au bout des fermentations, puisque les levures auront l'oxygène nécessaire pour aller au bout. Donc oui, en fait, ça peut participer à ces équilibres, puisqu'on suppose qu'on aura moins de problèmes de réduction, moins de soucis, par exemple, de production d'éthanol ou autre. Parfait. Alors, j'ai une autre question qui se rapporte à l'électrodialyse. Est-ce que l'électrodialyse stabilise complètement les vins par rapport à la stabilisation tartrique? Alors, la stabilité, elle n'est pas totale, elle est partielle en fait, parce qu'en effet, comme on retire une partie des ions potassium, donc il y a moins, on va dire, de risque d'instabilité. Après, le fait est de retirer ces ions potassium, on ne le fait pas totalement en fait, on va en retirer juste une partie pour arriver au pH voulu. Si on souhaite totalement avoir une stabilité totale tartrique grâce à l'électrodialyse, donc là c'est un autre procédé avec d'autres membranes qui vont à la fois retirer les ions potassium et l'acide tartrique en même temps, pour arriver justement à une stabilité totale. Voilà. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, ça marche. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions qui vous viennent pendant les présentations. Il n'y a pas de souci. Et bien, on va enchaîner avec Charles-Antoine sur le thème des micro-organismes, focus sur la fermentation malolactique. Bien. Bonjour à tous. Je vais clore cette visio. Je vais essayer d'être rapide parce qu'on est un petit peu borderline. Voilà, sur la gestion des micro-organismes avec un focus particulier sur la fermentation malolactique. Alors, je prends le plan rapidement. Je vous fais une petite introduction sur le thème pour vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on a choisi de parler de la FML, qui est un thème maintes fois abordé. Je vais vous rappeler les risques d'une FML qui ne serait pas maîtrisée, quels sont les facteurs qui influencent la FML. Et je vous donnerai ensuite quelques pistes pour que la FML se déroule sans encombre, en terminant par quelques mots rapides sur les solutions œnologiques que constitue l'ensemencement des vins. Alors, dans notre introduction, on est bien placé, nous, laboratoire d'analyse, pour voir que le millésime 2021, après fermentation alcoolique, il a laissé apparaître un contraste assez important entre les acidités totales, qui étaient déjà qui sont plutôt élevées sur ce millésime, et les pH également, dans l'ensemble, plutôt élevés après phase sur rouge et sur blanc. Une fois la FML terminée, c'est certainement le cas pour pas mal de vins déjà chez vous, l'acidité totale, on voit qu'elle se rapproche finalement de valeurs assez normales, mais le pH continue de grimper, ce qui peut être une cause de fragilité des vins et bien sûr favoriser le développement de micro-organismes indésirables. Alors, le SO2 actif, qui est une notion dont on parlera un peu plus en profondeur tout à l'heure, ce SO2 actif, il dépend fortement du pH et il sera bien sûr impacté. C'est-à-dire qu'à pH élevé, pour un même niveau de protection en SO2, la dose de SO2 à ajouter est plus importante. On y reviendra. Un petit rappel rapide aussi, la fermentation malo, ça désigne la désacidification biologique du vin sous l'action des bactéries. On a transformation de l'acide malique, qui est un diacide, en acide lactique, qui est un monoacide, et qui est un acide plus faible.
et en information au passage d'un petit peu de gaz carbonique. Alors, je vous ai remis l'équation chimique de la réaction au cas où vous ne vous en souviendriez plus, bien évidemment, pour pouvoir briller en société. Alors, la FML, elle est généralement assurée par une espèce de bactérie lactique qu'on appelle le Eunococcus euni, qu'on appelait avant le Conostochenos. Bon, c'est un peu tombé dans les oubliettes, mais on en entend encore parler. Quels sont les effets secondaires de la FML? Donc, dégagement de CO2, augmentation d'acidité volatile au passage, légère, mais à noter. Une élévation sensible du pH qui peut aller de 0,2 à 0,3 unités en fonction de la teneur en acide malique. Et puis, la disparition de l'acide malique, ça va permettre un assouplissement des vins. On va avoir une acidité qui est moins verte. On va avoir une perception tannique qui est moins amplifiée par l'acidité, donc un ressenti avec moins d'agressivité. Et puis l'apparition d'acide lactique, ça va donner de la rondeur, parce que c'est un acide qui est rond. Voilà. Et tout ça, bien sûr, ça dépend de la quantité et de la proportion d'acide malique. Puisqu'on est dans l'introduction, on a quand même vu cette année en 2021 des blancs, notamment dans les Hautes-Côtes, avec pas loin de 6 grammes, peut-être dans le Chablisien aussi d'ailleurs, pas loin de 6 grammes d'acide malique, ce qui est quand même très, très élevé. Donc on va avoir une acidification derrière aussi très élevée. Voilà, la deuxième partie qui concerne les risques d'une FML non maîtrisée. Alors, tout ça, c'est un peu résumé sur cette figure, la figure 4, qui montre la situation d'un vin rouge qui n'a pas été ensemencé en bactéries lactiques. Donc, on va voir en vert la courbe des Saccharomyces cerevisiae, responsables de l'AFA. En rouge, les bactéries lactiques qui sont responsables de la FML, bien sûr. Et puis, Brettanomyces, micro-organismes micro-organismes à risque. Et donc, on a ces phases de l'AFA jusqu'à la FML et puis ensuite sur l'élevage. Alors, on assiste à une succession, mais finalement aussi à un chevauchement de ces populations de microbiaux. Les bactéries lactiques, elles vont être réduites par le sulfitage initial. Elles sont maintenues à un niveau faible par la compétition qu'il va y avoir avec les levures. Et en fin de FA, on estime que les bactéries lactiques, elles sont de l'ordre de quelques centaines à quelques milliers de cellules par millilitre. Et il faudra une multiplication jusqu'à des niveaux proches du million de cellules par millilitre pour que la FML démarre. Alors, si on n'a pas de SO2 actif, la vitesse de cette multiplication, elle va dépendre surtout de l'importance du sulfitage qui a été réalisé à la vendange, mais aussi des conditions nutritives du milieu et bien évidemment de la température. Alors, la nutrition, elle repose surtout sur ce qu'on appelle la biodisponibilité en acides aminés résiduels. Et sont souvent ceux qui ont été libérés lors de l'autolyse des levures fermentaires. Et de ce point de vue-là, Eunococcus euni, c'est une bactérie qui est très exigeante en nutriments. Et toutes les souches ne sont pas égales vis-à-vis de ça. On a certaines mallots qui, même ensemencées, ne se font pas. Et ça, c'est très probablement dû à des carences nutritives. Lorsque les conditions nutritives ne sont pas limitantes, c'est-à-dire que, on prend un exemple, on est à pH 3,5 à 20 degrés, et le temps de génération, c'est-à-dire le temps qui est nécessaire au doublement de la population de bactéries, c'est de l'ordre de 20 heures. Et dans ce cas, dans ces conditions, avec une population initiale qui est de 100 à 1000 cellules par millilitre, il faudra 10 à 15 jours après FA pour que la FML démarre. C'est un ordre de grandeur. Alors, ces données, moi, je les tiens de l'ICV, dans un petit article qui dit aussi, l'ICV, qu'au-delà de ce délai, si la FML ne démarre pas, il faut se poser des questions sur les risques qui sont pris, et notamment par rapport aux micro-organismes de contamination. Alors, c'est un discours plutôt alarmiste quand on voit qu'en Bourgogne, finalement, on a une tradition de FML plutôt tardive, même si c'est de moins en moins vrai avec les caves qui se réchauffent avec les vendanges précoces, et aussi avec les pH qui sont de plus en plus favorables aux mallots. Alors, les micro-organismes contaminants, on va y revenir, c'est comme Brettanomyces, ils sont finalement assez peu affectés par le sulfitage initial au moment de la vendange, et ils sont peu affectés par les compétitions qu'il y a. Donc on a les bactéries lactiques, on en a déjà parlé, mais
peut avoir des bactéries lactiques autres que nos coccus-uni, hein, c'est les pédiocoques notamment. On va avoir les bactéries acétiques et puis les Brettanomyces. Et bah, leur niveau, il va dépendre essentiellement de l'hygiène, que ce soit à la vigne, mais aussi au chai. Ça va dépendre de la maîtrise de l'AFA, des nutriments et de l'oxygène qui est disponible. Et bien évidemment aussi du temps qui est laissé à ces micro-organismes pour se développer. Voilà. L'objectif, bien évidemment, c'est de contrôler ce risque microbio, hein, qui entraînerait des déviations organoleptiques. Alors, je vous ai mis les risques d'une FML non maîtrisée. On va balayer les plus importants. Alors, je les ai classés, on va dire, pour moi, du plus important au moins important, et aussi, c'est une sorte de fréquence qu'on peut retrouver dans les vins. Tout d'abord, la production de phénol volatile par certaines bactéries lactiques, mais aussi surtout par Brettanomyces, surtout lors d'une FML languissante. Donc, les phénols volatiles, ils peuvent être aussi produits à tous les stades de la vie du vin, bien évidemment. Alors, je vous passe les détails que vous connaissez tous, hein. Les phénols, ça donne des goûts de cuir, ça donne des goûts de sueur de cheval au vin. On parle souvent du fameux goût de terroir qu'on retrouve dans certains vins du sud de la France. Et les vins sont déstructurés, les tanins sont séchants. Le goût de souris, qui est formé à partir d'acides aminés que sont la lysine et l'ornithine, et formé aussi à partir de certains sucres. Alors, ce goût de souris, il est en recrudescence depuis 2018, selon ce que l'on peut voir, nous, sur le terrain, bien sûr lié au réchauffement climatique, à l'augmentation des pH. On le rencontre plus facilement sur blanc, mais pas que. On en a aussi de plus en plus sur vin rouge. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, une fois que le vin est avalé, on en déguste, on avale le vin ou on le recrache, et en rétro-olfaction, il va se passer quelques secondes avant que ne se développe en bouche une sorte d'arôme de pipi. Alors on dit pipi de souris, j'ai jamais goûté, mais une sorte d'arôme de poil mouillé et aussi une sensation qui est extrêmement désagréable et qui est persistante. Donc il y a plusieurs types de micro-organismes qui sont à l'origine de ça. C'est Brettanomyces, une fois de plus, et certaines bactéries lactiques, Eunococcus uni, Pediococcus parvulus, d'autres Lactobacillus également. Voilà, certaines de ces bactéries lactiques, ce sont les mêmes qui réalisent la fermentation malolactique, hein, d'où l'importance de la maîtrise de la FML. Autre risque, c'est la piqûre lactique, hein. Donc, c'est la fermentation des sucres, une fois de plus, par les bactéries lactiques. Lorsque la FML est incomplète ou elle est languissante, on a un arrêt de FA. Donc, on a une augmentation d'acidité volatile assez marquée. Et puis, on prend au passage des caractères lactiques. Voilà. La maladie de la graisse, qui est à mon sens moins importante parce que c'est quelque chose qu'on arrive à maîtriser assez facilement avec un peu de sulfitage en battant le vin. Donc, voilà, c'est une augmentation de la viscosité du vin. Et puis après, on a d'autres risques beaucoup moins importants. La formation de diacétyl par la dégradation de l'acide citrique, la dégradation de l'acide tartrique par des lactobacilles, c'est la maladie de la tourne, et le vin devient tout simplement fade. La maladie de l'amertume, qui, comme son nom l'indique, donne de l'amertume au vin. Et puis les amines biogènes, on est beaucoup moins sensible à ça en Bourgogne, mais on a des masques aromatiques importants avec ce défaut-là, et on a aussi un effet qui peut être toxique sur la santé. Alors, quels sont les facteurs influençant l'AFML? Tout d'abord, le pH. Les bactéries, elles vont pouvoir se développer à partir de pH 2,9, 3, avec un optimum qui se situe vers 3,7, 3,8, qui est aussi un optimum de pH où, grosso modo, tous les micro-organismes vont pouvoir se développer. Mais l'activité malo, je dis bien l'activité malo, par contre, elle est optimale pour un pH entre 3 et 3,2, ce qui est souvent le cas dans nos vins en Bourgogne. Autre facteur influençant la FML, c'est l'alcool, et on considère qu'au-dessus de 13% d'alcool, ça commence à gêner les bactéries. Donc, quand vous avez un vin qui est à 15%, comme ça peut être le cas en 18, 19 ou 20, on a parfois des difficultés à réaliser la FML.
Autre paramètre important, c'est la température. Entre 0 et 12 degrés, grosso modo, il ne se passe absolument rien. Entre 12 et 15 degrés, c'est très difficile pour les bactéries de travailler. Entre 15 et 20 degrés, c'est des plages qui sont tout à fait propices. Et puis entre 20 et 25, là, on a une activité bactérienne intense, même si bien sûr, ça ne correspond pas aux températures de conservation du vin. SO2 total, paramètre qu'on oublie un petit peu souvent, mais qui est très important à vérifier. Parce qu'on considère qu'au-dessus de 50 mg par litre, il commence à gêner les bactéries. Et c'est vrai que lorsque l'on a des vendanges qui sont très très dégradées et qu'on va sulfiter massivement, on peut déjà en vin fini, en vin fini avant malo, se retrouver à des teneurs en SO2 total proches de 50 mg par litre. Le potentiel d'oxydoréduction, alors c'est pas très clair, ça semble jouer un rôle sur le départ en FML. Il semblerait qu'une légère aération, ça va favoriser le déclenchement de la FML. Et à contrario, une réduction assez poussée souvent empêche le départ de la FML. Voilà. Donc, si vous avez des vins dont la malo est récalcitrante, il faudrait penser à vérifier tous ces facteurs et à vous poser les bonnes questions. Alors, il y a d'autres facteurs qu'on ne peut pas vraiment maîtriser. Vous le voyez sur le slide, il y a les polyphénols. Ça joue vraisemblablement un rôle, mais on ne le connaît pas très bien. Il y a les inhibiteurs qui sont produits par la levure, mais ça, on ne peut pas le vérifier. Alors, en 2020, je ne sais pas si ça a été le cas pour vous. Nous, on l'a vu sur quelques cas de vins sur ce millésime, que ce soit en blanc ou en rouge d'ailleurs. On a eu des vins qui ont eu énormément de mal à faire leur FML naturellement. C'était un millésime un peu comme 2008 où c'était très compliqué aussi. Et c'est preuve qu'il y a encore beaucoup de choses que l'on ne maîtrise pas. Mais il y a certains paramètres où on y arrive quand même pas trop mal. Alors, quelles sont les bonnes pratiques pour que la FML se déroule sans encombre ? Tout d'abord, on va limiter les sulfitages d'émou aux valeurs minimales, à raisonner bien sûr en fonction de l'état sanitaire. On va essayer de maintenir les températures du vin après FML, plutôt aux alentours de 20 degrés, 18-20 degrés. On va éviter des acidités trop fortes et si on a une hésitation, on peut essayer de désacidifier un lot pour le faire partir en FML. Bien sûr, suivre le déroulement de la FML, on va dire 1 à 3 fois par semaine. Bon, c'est des conseils, mais la chromatographie sur papier va vous suffire pour suivre le déroulement de la FML, même si on préconise de faire une vérification en finale par une méthode enzymatique. Et puis, dès la disparition de l'acide malique, les bactéries elles peuvent transformer l'acide citrique en diacétyl. Donc, c'est ces odeurs beurrées, lactées, quand même assez désagréables sur le chardonnay. Elles vont pouvoir produire de l'acidité volatile. Donc, il est préférable de sulfiter. Alors, à voir en fonction de votre philosophie de la chose, mais on va considérer qu'un sulfitage à 4,5, 5 grammes par hecto va suffire en règle générale. Voilà, on peut procéder aussi à un ensemencement naturel avec des lits non sulfités d'une cuve qui a fini sa FML. Alors, lorsqu'on fait ça, c'est une pratique qui fonctionne très très bien. Par contre, faites attention quand même aux contaminations croisées pour ne pas introduire des cellules de Brettanomyces d'une cuve à l'autre. Et puis, bien sûr, vous pouvez utiliser des bactéries sélectionnées. L'ensemencement bactérien, ça permet de réduire les coûts qui seraient liés au chauffage. Ça permet de préserver les qualités organoleptiques et hygiéniques du vin, tout en respectant les délais de commercialisation pour certains vins qui doivent être mis sur le marché assez rapidement. Alors, je vous avais promis de revenir sur la notion de SO2 actif. Et le risque microbiologique après FML, il est existant. Et là, il faut vraiment raisonner avec cette notion de SO2 actif, qu'on appelle aussi SO2 moléculaire. Alors, cette notion, elle a du mal à être prise en compte en Bourgogne. Mais sachez que vous pouvez nous demander, nous, au laboratoire, de vous le calculer. Pour nous, c'est très facile. Alors, ce SO2 moléculaire, c'est la fraction qui est réellement active sur les micro-organismes de toutes sortes et notamment, bien sûr, les indésirables. Son calcul, il tient compte en grande partie du pH du vin, de sa teneur en SO2 libre, mais aussi du TAB et de sa température
en moindre importance. Pendant l'élevage, on considère qu'il est nécessaire de maintenir sa concentration, donc la concentration du SO2 moléculaire, entre 0,3 et 0,5 mg par litre si on veut éviter tout risque de contamination. Alors, sur la figure 5, sur ce petit graphique, donc vous voyez, on a les pH du vin en rouge 3,5, en bleu 3,7 et à pH 3,9 en vert. On va avoir le SO2 moléculaire et le SO2 libre. Et ben on s'aperçoit lorsqu'on regarde ce petit graphique que finalement, pour une même dose de SO2 libre, la teneur en SO2 moléculaire va diminuer significativement lorsque le pH du vin augmente. Si on prend le problème à l'envers, ça veut dire que plus le pH est élevé et plus il faudra de SO2 libre pour atteindre la bonne teneur en SO2 moléculaire. C'est ça que ça veut dire. Donc, notion de pH à prendre en compte lors du sulfitage. Et bien sûr, cette notion de SO2 actif. Voilà, la dernière partie sur l'ensemencement des vins. Alors en Bourgogne, on a une tradition de FML plutôt spontanée, disons-le, plutôt tardive, même si ça tend à changer. Alors l'ensemencement avec des bactéries lactiques du commerce, c'est un moyen d'assurer un bon déroulement de la FML, aussi de lancer des FML qui seront récalcitrantes. Une année comme 2021 où, on l'a dit, les maliques peuvent être élevés, et où le vigneron a des besoins rapides en vin parce que il a été dévalisé en 2021, comme ça a été beaucoup le cas, un ensemencement, ça peut se révéler intéressant. Alors, on va distinguer plusieurs types d'ensemencement. C'est ce qui figure sur le graphique 6. Vous avez la co-inoculation stricte, donc qui se passe au début de la FA. Vous avez les levures et les bactéries lactiques sélectionnées qui sont ajoutées au même moment dans le mou. On parle également d'une co-inoculation quand on ajoute les bactéries 1 ou 2 jours après levurage. C'est ce qui est pratiqué souvent dans le cas des vins primeurs type Beaujolais nouveau. Ensuite, deuxième type d'ensemencement, c'est l'ensemencement bactérien précoce où on va ajouter des bactéries lactiques pendant la FA. L'ensemencement séquentiel, qui est un ensemencement réalisé en fin de FA, qui est une technique assez classiquement utilisée. La mise en œuvre est extrêmement simple. On réhydrate une souche quelques minutes dans de l'eau et on l'ajoute ensuite dans la cuve. Et puis, dernier type d'ensemencement, c'est pendant l'élevage, qui est souvent une méthode finalement curative quand le vin ne veut pas faire sa malo. Il n'y a cependant pas de maîtrise possible et les conditions ne sont pas forcément propices à l'implantation des bactéries ou à la réussite de l'ensemencement parce qu'on ne maîtrise pas forcément la température de cave, voilà, notamment. Alors, le choix de la biomasse, c'est-à-dire le choix de la souche à utiliser, c'est un critère important pour la réussite de votre ensemencement. Parce que la souche, elle va résister plus ou moins bien aux conditions physico-chimiques dans les vins. Il faut choisir une souche en fonction du pH de votre vin, en premier lieu. Et puis, si vous êtes jusqu'au boutiste, vous allez aussi regarder la tolérance de votre souche au SO2. Tout ça, c'est noté sur les fiches techniques. Et il y a des souches je vais y arriver, qui sont plus résistantes au pH bas ou au SO2 de totaux élevés. Donc, il faut vraiment adapter votre achat. Les bonnes pratiques, on les a vues. Alors, dans la pratique chez Moreau, nous, ce que l'on va mettre en avant au laboratoire, c'est la fabrication de pieds de cuve que l'on fait au laboratoire. Alors, dans la réalisation, c'est très simple. En fonction du volume de cuve à ensemencer, vous allez nous apporter un bidon de vin, 5, 10 litres, parfois 20 litres maximum. Et nous, on va réaliser le pied de cuve sur ce volume de vin, sur ces 10 litres. En ayant bien sûr au préalable fait les contrôles nécessaires pour qu'on s'assure que le pied de cuve parte et qu'il n'y ait pas de facteur limitant. Donc une fois que le pied de cuve est prêt, en général ça dure 24 heures, jusqu'à 72 heures, on vous restitue le bidon que vous incorporez à votre cuve
ou à vos pièces dans la foulée. Alors, l'avantage, c'est que l'implantation de la souche, bien sûr, est maîtrisée. Vous allez avoir une biomasse bien plus importante au moment de la réincorporation, et donc le temps de latence et le déroulement de la FML seront plus rapides. Pour ce qui est du coût de l'opération, il faut compter en fonction du choix de la souche, du type d'ensemencement, il faut compter environ 1,50 € à 4 € de l'hecto, ce qui n'est pas non plus excessivement onéreux. Et bien voilà, j'en ai fini pour cette dernière partie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Charles. Très complet, surtout sur les différents aspects de la fermentation malolactique. Est-ce que certaines personnes ont des questions à ce sujet? De toute façon, par rapport à la malo, en tout cas, si vous avez des questions a posteriori, ou n'hésitez pas à nous contacter directement. Hein. Ce serait peut-être aussi simple. Voilà. Donc, si vous avez le replay sera envoyé par mail. Un lien vous sera envoyé. Comme ça, vous pourrez voir si vous avez le temps de tout voir, tout suivre, ou si vous avez dû vous déconnecter, on ne sait jamais. Voilà. Donc, en tout cas, encore merci pour votre présence. Et puis, je vous dis à très bientôt à tout le monde. Merci Thierry pour les informations. Bonne journée. Au revoir.